Bonjour, j'espère que vous allez bien. L'objet de ce module est de mettre en lumière un moment charnière dans l'histoire des institutions financières canadiennes. Ce moment commence avec le Livre vert de 85, qui, au terme d'un examen exhaustif de l'environnement et des bénéfices aux consommateurs, propose essentiellement la fin des séparations entre les 4 piliers du secteur financier, soit les banques, les sociétés de fiducie et de prêt, les assureurs et, quatrièmement, les courtiers en valeurs mobilières. On jugeait alors que les inconvénients des séparations, qui faisaient aussi en sorte que les lois régissant les institutions financières fédérales évoluaient en silos, étaient trop importants. Dans le livre bleu publié l'année suivante, on annonce que cette proposition est devenue une politique du gouvernement. Je cite 2 extraits de la page 7 du livre bleu. Premier extrait. Cette politique tient compte de la tendance à l'accroissement de la concurrence entre toutes les catégories d'institutions financières. Elle élimine les restrictions réglementaires qui ne répondent plus aux objectifs de la politique publique et risque même de priver les utilisateurs canadiens de services financiers d'une partie des avantages de la concurrence, de l'efficience et de l'innovation. Deuxième extrait. La politique tient compte du fait que le système financier évolue de telle manière dans le monde entier que les institutions financières appartenant à n'importe laquelle des 4 catégories traditionnelles pourront offrir, directement ou par l'intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, un éventail complet de services financiers. La politique protège aussi la capacité des institutions canadiennes de rester des participants efficaces à l'échelle internationale en adaptant les services financiers au Canada aux besoins et aux réalités du marché, tant dans le pays qu'ailleurs dans le monde. En fin de la deuxième citation. Examinons maintenant les 3 façons dont le gouvernement a codifié cette politique dans les lois de 1992, une politique qui perdure à ce jour. Il convient de noter que cet examen a l'avantage de préciser les pouvoirs généraux des institutions financières fédérales qui ont fait l'objet du module 2. Examinons ensuite pourquoi cette codification a complètement changé la donne quant aux lois régissant les institutions financières fédérales. Alors allons-y en commençant avec la première des 3 façons dont le gouvernement a codifié cette politique. Alors premièrement, une institution financière fédérale d'un pilier peut désormais devenir propriétaire d'une institution financière d'un autre pilier, bien qu'une partie de cette politique a été codifiée en 1987 lorsque le gouvernement a permis aux institutions financières fédérales d'acquérir des courtiers en valeurs mobilières. Ce pouvoir est en raison des régimes des placements dans chacune des lois régissant les institutions financières fédérales, des régimes qui sont en grande partie uniformes dans leur forme et leur fond depuis 1992. Il convient toutefois de noter que cette souplesse est sous réserve de ce qui suit. Premièrement, l'agrément du ministre des Finances, ce qui demeure toujours le cas, sauf lorsque la loi exige l'agrément du surintendant des institutions financières. Deuxième réserve. Seulement les institutions qui n'ont pas un seul actionnaire important peuvent acquérir des banques de petite ou moyenne taille, ce qui demeure le cas jusqu'en 2001, tel que nous le discuterons dans le module 11. Et troisième réserve, aucune institution ne peut devenir propriétaire d'une banque de taille importante. Passons maintenant à la deuxième façon dont le gouvernement a codifié cette politique. On élargit les pouvoirs des institutions financières fédérales de sorte à les rendre plus uniformes entre les institutions des différents piliers, mais pas complètement uniformes. Depuis 1992, les régimes des activités et des pouvoirs dans chacune des lois régissant les institutions financières fédérales sont en grande partie uniformes dans leur forme et leur fond. Toutes les institutions peuvent se livrer à la prestation de tout service financier, sous réserve de certaines exceptions énoncées dans le régime de chacune des lois. Voici 3 exceptions quant au pouvoir de se livrer à la prestation de tout service financier. Première exception. Les banques, les sociétés de prêt et les assureurs sont interdits d'agir au Canada comme fiduciaires. Toutefois, sous réserve de l'agrément du ministre des Finances ou du surintendant des institutions financières selon le cas, elles peuvent être propriétaires de sociétés de fiducie fédérales et provinciales en vertu du régime des placements assouplis que nous venons de discuter.
De plus, comme nous en discuterons dans quelques minutes, elles peuvent promouvoir et vendre des services fiduciaires des sociétés de fiducie. Deuxième exception. Les institutions de dépôt sont interdites d'assurer des risques, que ce soit au Canada ou ailleurs. Toutefois, et encore sous réserve de l'agrément du ministre ou du surintendant selon le cas, elles peuvent être propriétaires d'assureurs fédérales, provinciales ou étrangers. De plus, comme nous le discuterons bientôt, les institutions de dépôt peuvent promouvoir et vendre les produits d'assurance d'un assureur à condition de se conformer à certaines contraintes. Alors, troisième exception, quant au pouvoir de se livrer à la prestation de tout service financier. Les assureurs sont interdits d'accepter des dépôts, que ce soit au Canada ou ailleurs, bien que les assureurs vie peuvent conclure des contrats de rente qui ressemblent à des dépôts à terme. De plus, et toujours sous réserve de l'agrément du ministre ou du surintendant selon le cas, les sociétés d'assurance peuvent être propriétaires d'institutions de dépôt fédérales, provinciales ou étrangères. De plus, les sociétés d'assurance peuvent promouvoir les services de dépôt qu'offrent les institutions de dépôt. Passons maintenant à la troisième façon dont le gouvernement a codifié la politique. Comme l'a révélé l'exposé précédent, le Parlement confère aux institutions financières fédérales le pouvoir de mettre en réseau, c'est-à-dire le pouvoir de promouvoir et de vendre grand nombre de produits et services des institutions de d'autres piliers. Je dis bien grand nombre de produits et services, mais pas tous ceux-ci. Une des contraintes que l'on impose aux institutions de dépôt. Elles sont interdites de faire la promotion, par exemple, d'assurance vie générale, d'assurance automobile et d'assurance habitation dans leurs succursales canadiennes. En 2011, cette contrainte sera étendue au site web des institutions de dépôt destinées à leur clientèle canadienne. Selon la page 6 de l'aperçu de 1990 à lire dans le cadre de ce module, et je cite, « Cette politique permettra d'assurer que, dans l'ensemble, les produits d'assurance continueront d'être vendus par des courtiers et des agents d'assurance compétents et titulaires d'un permis travaillant indépendamment de toute institution financière. » Fin de la citation. Maintenant que nous avons abordé les trois façons dont le gouvernement a codifié la politique, passons à des remarques plus générales quant aux conséquences législatives qui découlent de l'effondrement presque complet des séparations entre les quatre piliers. De la perspective législative, l'effondrement a eu deux effets importants qui perdurent à ce jour. Premièrement, les lois régissant les institutions financières fédérales évoluent ensemble au lieu d'évoluer en silo. Deuxièmement, tel que notre examen de la codification de la politique l'a exposé, ces lois sont uniformes sauf lorsque les circonstances l'exigent. Ces deux dénominateurs communs depuis 1992 sont très bénéfiques et changent la donne, car ce qui vaut pour l'une des lois vaut souvent pour les autres. Je vais illustrer cette notion grâce à trois remarques. Premièrement, lorsqu'on maîtrise une loi et les politiques qui la sous-tendent, dans un même temps, on maîtrise aussi la grande majorité des autres lois et des politiques qui les sous-tendent. En termes concrets, lorsque vous apprenez au sujet de la loi sur les banques et de la loi sur les sociétés d'assurance, vous apprenez en même temps au sujet de la loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, bien que cette dernière ne fait pas l'objet de ce cours. Deuxième remarque, depuis 1992, les lois régissant les institutions financières fédérales sont simultanément soumises à un examen général du Parlement grâce à une disposition de temporisation, en anglais « a sunset clause », qui se retrouve dans chacune d'entre elles. Voir l'article 21 de la loi sur les banques et de la loi sur les sociétés d'assurance. Et troisième remarque, lorsqu'on modifie les lois, en règle générale, on rallie les ressources et les intérêts de toutes les institutions financières fédérales et des 5 organismes du gouvernement fédéral impliqués dans la réglementation des institutions financières fédérales. Nous allons aborder ces 5 organismes dans un module ultérieur. Alors voilà donc comment et pourquoi l'effondrement presque complet des séparations entre les 4 piliers a changé la donne quant aux lois régissant les institutions financières fédérales. Voilà aussi ce qui met fin à cet enregistrement. À bientôt.